Eh bien bonjour, bienvenue sur l'émission du Petit Quart. C'est l'émission qui fait quoi déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, l'émission qui l'émission qui décrypte les processus créatifs. C'est notre comeback, c'est notre émission de rentrée aujourd'hui. Ça fait à peu près 2 ou 3 mois, je crois, qu'on n'a pas fait d'émission, qu'on n'a pas filmé. 2 ou 3 mois facilement. Je sais même pas. Donc, attends, il faut bien parler devant le micro. Jay, c'est bon. Tu m'entends bien? C'est bien ça, c'est Ok, bon, c'est parfait. bon, Oui, c'est parce c'est que validé. c'est toujours notre grand Manitou qui va être derrière sa console là, qui va Celui qu'on ne voit pas mais qui est toujours là. celui qu'on ne voit pas, mais qui est toujours là. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ceux qui sont sur Spotify ou Choc, je vous demanderai de nous croire sur parole. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez qu'on est dans un décor un peu différent. On est dans un autre studio, mais toujours dans les locaux de Choc, qu'on remercie. Mais on est dans un studio beaucoup plus cosy, posé sur des canapés, avec des plantes. Me semble-t-il qu'elles sont fausses, mais en tout cas, Fallait pas le dire. elles arborent parfaitement la pièce. Ouais. Donc on est hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui, après cette très longue absence. On espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Je vous demanderai d'être indulgent parce que ça fait pareil 3 mois que j'ai pas parlé derrière un micro. Donc excusez-moi d'avance pour d'éventuels bafouillements ou d'éventuels avant mes questions. Mais voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Et aujourd'hui, on est hyper content d'accueillir Charline avec nous après cette longue introduction. Bonjour. Salut, merci beaucoup de m'inviter ici dans le podcast, dans Et l'émission. Ouais. Eh ben, on est ravis, on est ravis. Tu vas te présenter un peu plus longuement après. Mais voilà, on a demandé à Charline de venir aujourd'hui parce qu'elle présentait un projet dont on va parler encore plus longuement euh, au cours de cette émission. Mais tu présentais un projet pour Mutech, pour nos compatriotes français ou ceux qui habitent dans des grottes à Montréal. Il y a le festival Mutech en ce moment, donc un festival de musique électronique, de performances musicales, audiovisuelles, pardon, basées sur voilà, les progrès technologiques, etc. Allez voir, vraiment, c'est hyper intéressant. Et donc, tu faisais une performance là-bas, donc c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir aujourd'hui. Et avant toute chose, est-ce que tu veux je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites, avec les mots que tu le souhaites. Ça marche. Eh ben, je m'appelle Charline Dali. Je dirais que je suis artiste visuelle, vidéo, réalisatrice de films. Donc voilà, j'ai une pratique artistique en art visuel qui prend la forme d'installations, d'expositions avec différents types de médiums, puis aussi des performances audiovisuelles. Donc j'ai beaucoup collaboré avec des artistes sonores ou musiciens, musiciennes, notamment dans le contexte de Mutech, mais ailleurs aussi. Et donc voilà, ma pratique est quand même très... La vidéo, ça inclut le son aussi, donc forcément, ça m'a amené au fil du temps à collaborer beaucoup avec ce milieu-là. Ok, super, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que, juste pour qu'on ait un petit peu un, juste pour qu'on ait un petit peu un contexte de ton parcours artistique, comment t'en es venue à devenir une artiste à part entière dans les arts audiovisuels, un peu ton parcours, parce que j'imagine que tu t'es professionnalisée là-dedans. Mhm. Ouais. Ça s'est fait petit à petit, là, c'est pas du jour au lendemain, ça s'est fait dans les 10 dernières années. Là, j'ai une pratique qui s'est de plus en plus développée. Et moi, j'ai commencé mon parcours d'études en arts appliqués. Donc après un bac scientifique français, j'ai fait une mise à niveau en arts appliqués. J'étais dans les écoles Boulle, Olivier de Serres à Paris. Ok. J'ai étudié en design graphique. Puis pendant ces années-là, un truc intéressant à mentionner, c'est que j'ai créé un collectif qui s'appelle Oyer, avec des amis de cette école. Et c'est là que j'ai commencé à faire des projections, justement, pour la musique en direct, musique électronique, les raves. Donc c'était en 2014, 2013 même. Puis là, ce collectif a vraiment grossi, mais c'est vraiment là que j'ai commencé à faire de la vidéo projetée. Et après ce passage-là en art appliqué à Paris, je suis venue à Montréal pour un stage. Et c'est là que j'ai découvert mon premier Mutech, que j'ai découvert Montréal, vraiment toute l'effervescence culturelle ici. Et ça m'a beaucoup donné envie de revenir là. Et je suis revenue pour étudier en art visuel à l'UQAM.
Ok. Donc là, en revenant dans les studios ici, là, ça me réveille plein de souvenirs. Parce que j'étais là de 2015 à 2019. Et c'est à ce moment-là, en fait, vraiment, où là, j'ai découvert mon univers artistique, où j'ai vraiment développé tout mon langage. Parce que c'est quand même assez différent, le monde du design art appliqué et les arts visuels qui sont un peu plus comme les beaux-arts, finalement, en France. Et c'est là où j'ai découvert l'art vidéo, l'impression sous forme de sculpture, installation. J'ai vraiment expérimenté beaucoup. C'était vraiment encouragé de mêler les médiums aussi ensemble. J'étais hyper libre en fait d'aller prendre plein de cours dans d'autres départements aussi, départements d'études féministes, de anthropologie des arts autochtones. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont nourrie ici à l'UQAM. Et puis après, en parallèle de ça, j'ai commencé à avoir pas mal d'invitations, de contrats pour présenter mon travail artistique dans différents contextes, que ce soit des projections vidéo, pour de la musique, mais aussi des expos. Et puis, j'ai fait une pause après mon cursus à l'UQAM. Je me suis concentrée sur ma pratique, certains projets, des collaborations. Et après, je suis allée au Frénois. Donc ça a été un autre passage vraiment déterminant pour moi. Le Frénois, qui est une école en France, dans le nord de la France, à côté de Lille. Ah oui, t'es retournée en France après Ouais, il y a eu un passage pendant la pandémie où je suis rentrée à Paris, puis après au Frénois, à côté de Lille. Et ça, c'est une école, studio de production qui est à la frontière entre le cinéma expérimental et les arts visuels. D'accord, ok. Et qui utilise beaucoup les nouvelles technologies aussi. On est encouragé à faire des collaborations, arts, sciences. Et donc, les derniers projets, ça m'a permis de faire vraiment des projets plus aboutis, où j'avais vraiment des moyens mis à disposition, puis où je pourrais parler plus en détail là, de ces projets-là. Donc voilà, c'est un peu le parcours résumé Puis ensuite, je suis revenue après le Frénois. Là, ça fait 2 ans que je suis de retour. Ouais. Et où j'ai eu l'occasion de faire des plus grosses expositions par rapport à ma pratique. Ouais, parce que je dirais que Montréal, c'est quand même une... du coup, tu as la comparaison avec la France, mais Montréal, c'est quand même une ville extrêmement forte sur le plan artistique, et en plus avec une telle offre d'opportunités, en tout genre, j'ai l'impression. Ouais. C'est une grande effervescence culturelle, et je dirais qu'en tant qu'artiste en début de carrière émergente, je dirais que c'est un peu plus facile peut-être de débuter ou de commencer. Il y a comme beaucoup de centres d'artistes, des appels à projets pour des premières expos solo. Et les gens vous donnent de la chance, vous donnent votre chance. Puis il y a le Conseil des Arts, les conseils des arts où on peut quand même demander des bourses en tant qu'individu, alors qu'en France, c'est plus difficile d'aller chercher des gros montants en tant qu'individu. Il faut déjà être un peu reconnu en fait. Donc je dirais qu'en début de carrière, je trouve que pour moi ça a été plus facile en tout cas Puis je peux pas vraiment comparer parce que je suis arrivée ici et puis c'est là que j'ai commencé. Il y a beaucoup de festivals, que ce soit montréalais ou québécois, notamment Mutech, qui prônent vraiment le fait de programmer des artistes de la scène locale et émergente, qu'ils soient déjà connus ou non. Ouais, ça agit vraiment comme un tremplin pour des artistes locaux. C'est sûr qu'il y a des programmes des artistes plus connus de l'international, mais il y a beaucoup de locaux qui performent. Là, j'avais plein d'amis qui performent à Mutech et c'est vrai que ça offre quand même une bonne visibilité. Parce qu'après, on fait Mutech Montréal, mais là, ça t'ouvre la porte à d'autres Mutech peut-être. Exactement, où il y a tout un réseau. Et alors, du coup, pour revenir un petit peu à toi, genre ta pratique en tant que telle, enfin tes œuvres en tant que telles, toi en tant qu'artiste, ce serait quoi comment tu définirais, je sais que c'est une question qui est extrêmement compliquée, comment tu définirais, voilà, c'est les premiers, les premiers bafouillages, comment tu définirais ton univers artistique, si tu pouvais par exemple nous donner un peu tes influences du quotidien, ton univers un peu. Très large question, hein, c'est compliqué. C'est large parce que moi, je peux décrire à quoi ça ressemble visuellement, mais aussi mes inspirations, plus des idées, les théories. Mais c'est vrai que souvent, j'entends que c'est assez reconnaissable, mon univers et mon travail. Donc, on me dit, ça, c'est... Au premier regard, il y a des gens qui sont comme, ça, c'est du Charline Dali. Mais c'est comme, je dirais que si je devais le décrire par des formes de sensations, de textures, de couleurs, ça ressemblerait à quelque chose de métallique, fluide, scintillant,
C'est souvent coloré. Ça peut être des couleurs pastel comme vraiment flash. J'aime beaucoup travailler la couleur. Puis c'est sûr que j'utilise des technologies vidéo analogiques, donc il y a souvent comme beaucoup de grains, de flou. C'est souvent à la limite de l'abstraction aussi. Puis un rapport au rêve, à l'onirisme, à quelque chose de l'ordre du réalisme magique. Je m'intéresse aux états modifiés de conscience, aux états hypnotiques. Donc souvent, il va y avoir des choses très saccadées qui s'inspirent de la Dream Machine, qui sont vraiment comme... qui sont des images qui nous invitent à nous mettre dans un autre état, mais aussi des choses très lentes, très contemplatives. Ouais, j'aime beaucoup le ralentissement. Puis avec le désert mauve, mon Dieu, on travaille beaucoup à ce niveau-là, quelque chose de minimal et lent. Ouais. C'est intéressant de résumer, je trouve, en tant que profane hein, de ce métier. Je trouve ça très intéressant de résumer, de résumer une œuvre contemplative, donc un art audiovisuel par des matières, par exemple. Je trouve ça très intéressant de dire qu'au niveau de la matière, Ouais. ce que tu disais au début, c'est scintillant, c'est métallique, etc. Mais parce que souvent, dans les images que je propose, on est beaucoup dans des textures, des sensations, des images qui sont presque sensorielles, en fait. Donc, par exemple, des images que je vais filmer avec ma caméra, je les repasse dans mes machines analogiques, puis là, ça vient créer comme des tableaux abstraits qui sont en mouvement. Donc, des fois, ça ressemble à un genre de textile, de l'eau. Des fois, le vidéo feedback, ça ressemble beaucoup à de l'eau. Donc, c'est vrai que pour moi, ça fait du sens de décrire cette forme de texture. J'aime beaucoup... j'adore filmer l'eau et la lumière. C'est vraiment les éléments que j'ai le plus filmés, qui sont comme très, très similaires dans les mouvements au phénomène de rétroaction, de feedback que j'utilise depuis quand même pas mal d'années, mais je m'en lasse toujours pas. C'est comme un peu infini ce qu'on peut faire avec ces procédés-là. Donc, et j'allais justement, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au procédé. Imaginons que là, par exemple, pareil que moi, là, il y a des gens totalement profanes qui nous écoutent. Comment t'expliquerais tes procédés créatifs à des gens qui n'ont aucune idée de comment on crée de l'image, comment on crée tout un art visuel, justement Ouais. Alors, parce que je vais me concentrer peut-être pour répondre là au niveau de l'art vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres formes de création que je fais qui sont plus culturelles, mais là, pour répondre à la question en termes vidéo, j'ai plusieurs sources d'images. Il y a des choses que je vais filmer. J'aime bien, en ce moment, je filme beaucoup avec ma caméra DV, que j'ai souvent sur moi, qui est pratique et toute petite. Donc déjà, des choses tournées du réel. J'aime beaucoup filmer de très proche, donc des textures, des mouvements très rapprochés. Donc ça, c'est une source d'image possible que je peux mélanger avec de la 3D, donc des images synthétisées avec des logiciels 3D. Donc pour la performance d'Ouri, par exemple, il y avait des cœurs en cristal qui tournaient. Donc ça, c'est de la 3D. Mais j'aime bien mélanger la 3D en général, que je trouve assez très lisse et froide, à d'autres choses plus granuleuses, texturées, plus floues. Et donc, c'est là où les synthétiseurs vidéo entrent en jeu. C'est que c'est vraiment, quand on voit mes machines, tous les gens pensent que je fais de la musique. Ça ressemble à de la synthèse modulaire audio. C'est plein de petits modules, il y a plein de câbles, plein de boutons. J'ai pas besoin d'ordinateur pour faire des images avec ça. Et c'est ça qui est fascinant. J'ai tout un setup dans mon studio avec un mur de télé cathodique, de vieux mixeurs. Incroyable. Vraiment plein de vieux mixeurs, des machines, de modules qui me permettent de faire du circuit bending, donc c'est des micro-courts-circuits. Okay. En fait, c'est de la modulation d'électricité. Ok, mais qui donne une image, du coup, pour une fois, qui ne donne pas un son, mais une image. Exact, ouais. C'est le même principe que la synthèse audio, mais ça produit une image en lumière avec des couleurs. Puis c'est assez fascinant. Et d'ailleurs, on peut lier les modules son et vidéo pour faire des choses vraiment synesthésiques. Et ce que j'aime beaucoup comme procédé avec ces machines-là, c'est d'utiliser le vidéo feedback, qui est en fait le principe, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est de filmer avec une caméra, une télé, et d'envoyer le signal qu'on filme dans la télé. Donc ça fait une boucle de rétroaction. Une image que j'aime bien pour illustrer ça, c'est de mettre 2 miroirs face à face. Et donc il y a vraiment un reflet infini. Et sauf qu'entre la caméra et la télé, je vais mettre plusieurs machines pour moduler le signal. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ça fait souvent des visuels très hypnotiques. Genre moi, quand je commence à faire une session de jam, de visuel avec ces procédés-là, ça m'hypnotise moi-même, puis ça me fait complètement perdre la notion du temps. J'ai vraiment un grand plaisir à jouer avec ces machines-là. Et ça crée des textures, des couleurs que genre, je comprends toujours pas comment c'est possible. Genre. Ouais. C'est fou. Puis c'est vraiment ces procédés-là que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai découvert dans... Je pense que c'était en 2018 que j'ai fait un workshop avec Guillaume Vallée à Eastern Bloc à Montréal, où j'ai découvert un peu tout ce monde-là de la vidéo analogique, puis ça a vraiment ouvert une porte pour moi, et depuis, je l'ai vraiment intégré dans mon processus. Puis c'est vraiment un mode de création vidéo qui va hyper bien avec le fait de jammer avec de la musique. Okay. Parce que c'est comme de la musique visuelle, en fait. C'est vraiment la même manière de créer des sons. C'est assez intuitif d'écouter et de jouer avec ces procédés-là. Ok. Ouais. Et c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est que souvent, est-ce que tu pars d'une œuvre sonore pour créer l'image? C'est un peu, je mettais ça dans les questions, qui de l'œuf ou de la poule, mais c'est vraiment un peu un peu le même type de question. Est-ce que tu pars de l'œuvre sonore pour créer ton image, ou est-ce qu'à partir, ou est-ce que ton image fitterait avec beaucoup comme tu parles d'image hypnotique, est-ce que ça fitterait pas avec énormément de sons de type de son de manière générale? Ouais. J'ai envie de dire, ça dépend de quel projet on parle, parce que j'ai fait les... T'as fait les deux? Les deux, et même la troisième option, c'est de faire les deux ensemble. Ok, ouais. Donc, des fois, c'est arrivé qu'on me demande de faire des visuels pour de la musique existante. Donc, j'ai eu des invitations à faire des visuels pour faire des vidéoclips, faire des visuels pour de la musique live, ou faire des pochettes d'albums, ce genre de choses. Donc là, c'est un peu... comme... plus pour le projet de quelqu'un d'autre. Mais ça m'est aussi arrivé donc, de faire des films. Et là, donc, les images viennent en premier. Il y a déjà des images qui sont tournées, le montage d'images est fait. Et là, j'ai fait appel à des compositeurs, compositrices pour faire la bande originale du film. Donc là, dans ce cas-ci, le son vient après. Et souvent, on vient donner une voix à l'eau, au vent ou à des éléments pour faire parler... tout ce qu'on voit dans les images. Donc là, il y a un côté vraiment magique, d'ailleurs, dans cette étape de la post-production du film, où quand les images commencent à être... on les entend, là, c'est vraiment un moment incroyable. Et il y a aussi une autre catégorie, où là, avec le Desert Mauve, donc c'est mon duo audiovisuel avec Gabrielle HB, qui est une compositrice. On crée bien, hein, on fait un bon duo créatif avec les Gabriella. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien... avec elle, ouais, ça fait 6 ou 7 ans maintenant qu'on a ce duo. Donc on a commencé en faisant des performances, et puis on a fait des films, des installations. Et c'est vrai, quand on crée ensemble, c'est la première fois où j'avais ce sentiment que c'était un vrai dialogue. Parce que des fois, ça m'arrivait de performer, la personne est même dos à mes visuels, regarde même pas ce que je fais. Là, en fait, souvent quand on joue avec Gabrielle, on est face à face, de profil par rapport au public, et donc elle peut aussi voir ce que je fais. Ok. Et en amont, on a beaucoup de temps de création où en fait on est en dialogue, où elle va faire un son, moi ça m'inspire telle image, et c'est vraiment un ping-pong où elle va voir une image, ça va l'inspirer dans une autre direction. Donc pour moi, et c'est de la création, c'est de l'impro en fait finalement. Ouais. C'est de la création, ok. Alors après, on fait beaucoup de périodes d'expérimentation, d'improvisation, mais ensuite pour créer une performance, on a beaucoup comme construit la performance en amont pour déterminer différents tableaux dans lesquels on peut improviser, mais il y a quand même une partition à l'avance. Donc c'est un mélange entre l'improvisation et quelque chose de quand même écrit à l'avance. Ouais. Ok. Et oui, parce que j'allais dire ça, c'est je parlais par exemple tu parlais tantôt du compositeur. C'est vrai qu'à partir d'une image, j'imagine que le compositeur
peut imaginer quelque chose de totalement différent par rapport à ce que Ouais. toi, tu avais comme représentation de tes images. C'est là où il y a la capacité à exprimer des intentions claires, Ouais, d'envoyer des références pour donner une idée de ce qu'on cherche. Et même si, c'est ça, souvent je vais inviter une personne parce que j'aime déjà son travail, donc il y a déjà on a déjà une base commune, mais c'est vrai que des fois c'est pas évident de trouver les bonnes personnes avec qui collaborer pour s'entendre esthétiquement, parce que d'écrire des sons, ça reste très subjectif. oui. Des textures, des notes, des sonorités, des timbres. Fait que des fois, ouais, ça aide d'être en studio ensemble pour que la personne me fasse écouter différentes options. Et là, je me dis, ah, ça marche vraiment. Et comme... Souvent, ouais, c'est comme dans le tournage d'un film que j'ai fait, Dick Sonia, où je me rends compte que c'est dans l'expérimentation, dans des choses qui sont pas prévues à l'avance. Des fois, c'est là qu'il y a une magie qui opère, même dans la Ouais, fabrication des images. ouais, bien Je me sûr. rends compte que ma manière d'écrire des films, je suis pas tant dans un storyboard tout défini à l'avance. Je fais des films très expérimentaux là par rapport. C'est pas du cinéma classique, donc Ouais, ouais. bah oui, oui. Donc, t'es beaucoup, ouais, beaucoup dans une forme d'improvisation, un petit peu quand même. Ouais, bah c'est sûr que j'avais dans le tournage de ce film Dick Sonia que j'ai réalisé avec le Frénois, euh, j'avais comme des idées de scènes à l'avance, puis j'avais des personnes, des comédiennes, des performeuses, donc il fallait aussi avoir quand même un plan dans la journée de tournage, mais je me rends compte qu'il y a des plans que j'avais pas du tout imaginés à l'avance, et c'est ça qui ont fait presque l'identité du film. C'est des choses qui n'étaient pas prévues, et ça m'a tellement appris sur ma manière de créer qu'au final, tu sais, le Frénois, il voulait vraiment qu'on ait tout un storyboard, il voulait savoir de quoi En à même quoi temps, ça c'est allait une école. Ils étaient ressembler. obligés Voilà, peut-être de ils nous vous. donnent un budget de production, donc ils veulent pas nous donner l'argent comme ça et qu'on se barre. Je comprends aussi. Mais ouais, là, je sens vraiment que moi, j'ai un peu découvert ma manière de faire des films, mais c'est pas Ta manière de forcément... créer, ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est dans le faire, dans l'expérience du tournage que j'ai compris ça, finalement. Et tu disais tantôt, par exemple, pour parler des outils avec lesquels tu créais, avec lesquels tu crées d'ailleurs au présent, Mm. tu disais que c'était beaucoup des synthétiseurs et que c'était beaucoup des outils assez ancienne génération. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que Ouais. c'était... tu, 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 tu utilises des outils un peu old school pour... Oui, c'est sûr que c'est des outils vidéo qui sont considérés obsolètes, qui étaient utilisés pour la télé à une époque, mais c'était avant les ordinateurs, avant le digital. Donc, ouais, j'ai c'est vraiment des beaux objets aussi, des antiquités mais qui fonctionnent encore. Mais c'est sûr que... Est-ce qu'il y a le côté collectionneur aussi ou est-ce qu'il y a le côté... tu sais, parce que j'imagine, je pense à un ami à nous qui est passé à la radio, mais lui, pour le coup, s'achète des machines et des synthés euh, qui deviennent... Mais c'est presque, ça devient presque comme... presque la rareté de l'objet, comme le Ouais, collectionneur, tu trouves ça dans une brocante ou dans un magasin et t'es là, oh mais ouais, mon Dieu, je vais ouais. pouvoir faire de nouvelles images et créer de nouvelles choses avec. C'est sûr qu'il y a ce côté-là. Il y a l'aspect vraiment esthétique, on dirait ça fait très rétro sci-fi. Ça fait très navette spatiale, mais un peu d'une autre époque. Genre, quand on voit ma station, les gens ils sont comme, oh là, c'est quoi ça? Mais ouais, il y a vraiment. Aussi, j'aime jouer sur des objets comme ça. C'est vraiment satisfaisant à jouer. Je suis en dehors de l'ordinateur aussi. Ok. Ça, j'aime vraiment cette, cette sensation-là. Euh, Puis je peux. Ouais, c'est les synthèses, la synthèse modulaire avec les modules LZX où je peux comme c'est hyper précis, on bouge un bouton, c'est hyper sensible. Puis le côté instantané est vraiment satisfaisant par rapport à un processus d'image, de modélisation 3D où le temps de rendu est hyper long. Enfin, on n'est vraiment pas dans la même instantanéité. Là, on bouge un bouton pour la couleur, mettons, ou le flou, ou la fréquence de l'onde. C'est c'est direct, quoi. On voit Ouais. direct le résultat dans l'écran. Et, et ça, je trouve ça assez dingue. Je sais pas, il y a quelque chose de... Même si on passe par... bah, il y a certains logiciels, enfin,
d'équivalents comme avec Touch Designer, où on peut faire des choses qui sont un peu comme la synthèse modulaire analogique, mais ouais, je sais pas, on dirait que je garde vraiment cet amour-là de... C'est vrai que ça donne des images qui sont très lo-fi, donc pas haute résolution, mais je me rends compte que j'ai quand même un amour pour ce genre d'images très... qui sont quand même avec du grain et qui n'ont pas tant de pixels. Ouais. Mais je trouve que ça a vraiment un charme. Puis c'est sûr que c'est... On le réfère tout de suite à une autre époque. Mais du coup, c'est... Moi, je l'hybride avec d'autres types d'images, d'autres archives, dans le contexte d'autres films. Donc c'est sûr que ça devient aussi un peu reconnaissable dans ma pratique. Quand tu parlais de à quoi ressemble mon univers, Ouais. c'est sûr qu'on m'identifie aussi un peu à ça. Oui, ça permet. Bah, en plus, ça fait partie c'est en corrélation avec ce que tu disais tantôt sur ta manière de créer, sur le fait d'avoir les images, enfin les images instantanément, d'être un peu plus dans l'improvisation, je prépare pas tout à l'avance. Tout n'est pas codifié forcément et tout n'est pas réglé comme du papier à musique. Effectivement, ça fait sens. Et je voulais du coup avoir euh, qu'est-ce que tu... Bah, du coup, parce que tu m'avais dit quand on avait préparé l'émission, j'aimais beaucoup ce terme parce que j'ai déjà entendu quelqu'un qui qualifiait sa musique un peu comme ça. J'aimais beaucoup le terme slow tech quand tu disais, c'est un terme que j'ai retenu quand on a préparé l'émission. Ouais, parce qu'effectivement, c'est revenir à une forme d'art un peu plus... Bah, ça va à l'encontre du progrès technologique. Oui, parce que c'était ma C'est sûr. question, j'allais dire, je passe enfin, je suppute un peu sur la prochaine question qui est, finalement, c'est être un peu en retrait par rapport à l'avancée, aux progrès technologiques qui sont faits en ce moment. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça par rapport à un métier comme le tien, progrès technologique, IA, etc., qui sont... c'est la mouvance quand même, c'est le train que tout le monde prend un peu en ce moment. Ouais. Et Ouais. Bah, c'est vrai que même au Frénois, on nous encourageait énormément à utiliser les nouvelles technologies, puis l'IA, entre autres. Mais ouais, je me questionne beaucoup par rapport à ces nouvelles technologies. Et je trouve que si on les utilise, il faut vraiment qu'il y ait une raison pertinente. Il ne faut pas que ce soit gratuit ou que ça devienne une démonstration technique. ouais. Faut pas le faire gratuitement. Puis aussi, il faut se questionner sur concrètement les enjeux environnementaux que ça implique, qui sont souvent j'ai l'impression qu'il reste quand même des angles morts, et je sais qu'on en parle et qu'il y a des alternatives aussi avec des serveurs DIY, et puis des alternatives moins polluantes, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on n'est pas assez critique et assez responsable dans notre utilisation de l'IA. Donc moi, pour l'instant, personnellement, je suis assez dubitative, puis aussi... j'essaye de l'utiliser vraiment quand j'en ai vraiment besoin, de ne pas abuser de ça. Et je ressens pas un appel, en fait, à l'utiliser dans ma pratique pour l'instant. Je ressens plutôt, en fait, un appel à retourner à des pratiques plus manuelles, sculpturale, peinture, tissage, textile. Donc moi, c'est vraiment ou me concentrer sur des technologies qui sont du coup d'une autre époque, enfin plus ancienne, qui moi me procurent énormément de plaisir aussi et de stimulation créative. Donc ouais, je suis pas à tout prix pour ce progrès technologique parce que ça reste des outils qui posent beaucoup de questions et il faut pas nier que c'est là en ce moment. Et je pense que ça peut faire aider beaucoup de domaines, comme notamment la médecine. Puis on peut je suis bien consciente que ça peut sauver des vies, puis ça peut faire plein de choses vraiment intéressantes. Mais c'est aussi des outils très puissants qui sont déjà entre les mains de certains dirigeants qui sont... ça se trouve entre des mains de personnes fascistes et tout ça. C'est hyper inquiétant en fait. Donc... Voilà, c'est... Parce que c'est vrai qu'au niveau des arts créatifs, moi je trouve que ça peut poser question mais en même temps c'est un sempiternel débat. On a eu ce débat-là avec des musiciens, avec des DJ, là pour le coup pour les arts créatifs et les arts visuels, la question se pose aussi. C'est est-ce qu'on prend le train en marche ou est-ce qu'on dit bah non, on revient à quelque chose encore une fois plus comme tu disais slow tech, etc. Et mais par exemple, excuse-moi, vas-y. Non, mais je sais qu'il y a des
des alternatives avec des serveurs plus DIY qui vont pas consommer autant. Donc, il y a des manières, je pense, de faire de l'IA c'est peut-être un peu moins performant, mais ouais, il faut vraiment, je pense, mettre toutes nos énergies là-dedans pour comme voir... parce que sinon, on fonce droit dans le mur. Enfin, déjà, on est à un stade critique pour l'aspect environnemental. Donc, Mais je pensais par exemple, tu vois, le festival Mutech, par exemple, c'est un peu la figure de proue, enfin les avancements technologiques, etc. C'est un peu la figure de proue de ce festival. Et je pensais notamment au village numérique qu'il y a en ce moment, avec par exemple, même les projets de l'UQAM, les projets de l'école de design de Montréal, etc. Où c'était vraiment, voilà, on est sûr. On vous fait des performances avec des nouvelles technologies, des prouesses même technologiques, des choses que vous n'avez pas, des choses que vous avez vues nulle part ailleurs. Et on va pas vous impressionner, mais on va vous faire vous questionner sur, voilà tout ce qu'on peut faire maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Enfin, est-ce que vous trouvez ça bien? Donc effectivement, je pense que je pense que ça pose question. Ça peut aussi être rapidement. Enfin, j'ai pas vu le village numérique de cette année. Là, je pense y aller demain soir avant la fermeture. En plus, mais qui est très bien. Hein. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est super ludique et c'est. Oui, mais justement, il peut y avoir ce côté très, très ludique. Ok, c'est interactif. Ok, mais qu'est-ce que ça raconte derrière? C'est quoi qu'on cherche à transmettre, à questionner? C'est quoi l'engagement? Je sais pas, moi, on dirait que la pertinence d'une œuvre va pas du tout être dans l'utilisation de telle technologie. C'est pas ça qui va me toucher. Comme ça vient d'un message qui va être transmis, d'un engagement politique, de quelque chose de vulnérable, d'intime. Moi, c'est là que je suis transportée par une œuvre. C'est pas parce qu'il y a eu telle technologie qui a été utilisée, alors je trouve ça intéressant. Moi, il faut que ça me touche. Il faut qu'il y ait quelque chose de... Ouais, après, c'est très personnel, mais... Ouais, je mesure pas la pertinence d'une œuvre à l'utilisation de telle ou telle technologie. Bah oui, je comprends. Et, et est-ce qu'il y avait d'autres, par exemple, pour continuer un petit peu sur ta carrière, tu nous as parlé du Désert Mauve, qui était quand même une œuvre significative pour toi. Est-ce qu'il y avait eu, après on parlera un peu plus, de ton projet que tu as fait à Mudec, mais est-ce qu'il y avait d'autres œuvres un peu significatives qui ont un peu ancré, je dirais, ta carrière d'artiste audiovisuel Je dirais qu'il y a quand même les projets que j'ai faits au Frénois qui m'ont quand même... où je sens que je suis allée plus loin dans ma recherche. Et notamment le film que j'ai fait en 2e année, ça s'appelle Le disque de poussière. Donc c'était un court-métrage que j'ai réalisé en collaboration avec des astrominéralogistes. Donc c'est des personnes qui regardent au microscope des roches qui viennent de l'espace, donc des météorites et des pierres lunaires. C'est un peu niche, non? Donc c'est incroyable. Moi, je suis fascinée par les roches. Comment on en arrive à faire ce métier-là? Non, c'est ça. Ça me paraît très niché. C'est quoi les études? C'est quoi comment tu fais en post-bac? Non, mais en vrai, c'était fascinant de rencontrer ces personnes-là. Ça doit être incroyable, mais oui. Et de voir les images. Enfin, déjà, les microscopes. Non, mais j'ai jamais vu. Enfin, c'est des microscopes qui prennent... microscope électronique à transmission. Attends, je vais poser une question bête. Les roches, elles sont sur la planète ou c'est des roches qui sont... Alors, question absolument débile. Il y a plusieurs types de roches qu'ils observaient. Donc, il y avait des météorites, qui sont tombés sur des astéroïdes qui sont tombés sur Terre. Donc, c'est vraiment des mini fragments qu'ils observent, mais à peine visibles à l'œil nu, quoi. Ouais. Et sinon, il y avait aussi des roches lunaires. Donc, là, j'ai aussi travaillé à partir d'archives de la NASA que les chercheurs là-bas m'ont fait découvrir. Et il y a aussi des morceaux d'astéroïdes. Donc ça, c'est par exemple la mission Hayabusa 2 japonaise qui est revenue là dans les 2 dernières années. En fait, ils sont allés prélever, c'est une mission où ils sont allés prélever des morceaux de cet astéroïde-là. Et d'ailleurs, il y avait un moment donné, j'étais dans le labo avec un chercheur qui pour observer et prendre ce petit fragment d'astéroïde, c'est tellement fin qu'il avait pris son cil pour attraper le morceau au bout d'un... Non mais là, j'étais comme ok, mais c'est tellement poétique en soi, juste ce geste-là, je trouvais d'avoir un morceau
du fin fond de l'univers sur un cil. Enfin, bref, j'avais cette image-là qui m'est venue là, mais ouais, cette rencontre avec déjà des gens qui sont pas dans le milieu artistique, qui travaillent avec les images, mais qui n'ont pas du tout la même manière de les regarder que moi. Et donc, ça a créé beaucoup de discussions intéressantes. Mais qui doivent être sensibles. Ouais, tu peux vraiment. pas être, tu peux pas manier l'infiniment petit si t'as pas une certaine forme de grâce et de sensibilité. Enfin, je pense. Ouais. Non, mais c'était... Ouais, au début, je voulais juste faire un tableau vidéo, enfin, une œuvre. Puis finalement, je me suis dit, OK, mais il faut faire un film. Donc là, j'ai enregistré pas mal de discussions et j'ai filmé dans le labo. Et j'ai vraiment travaillé à partir des archives de ce chercheur-là, Hugues Leroux. Et en fait, en regardant de proche ces roches, mais c'était des mondes qui s'ouvraient, c'était vraiment... En fait, lui, il lit les messages minéralogiques, donc lui, en voyant certaines traces, il pouvait vraiment me décrypter. Alors ça raconte l'histoire de la roche. Donc ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire souvent c'est des histoires d'impact, de refroidissement. Et je pourrais montrer une des images, en fait, qui est absolument incroyable, qui ressemble à une calligraphie ou une partition de musique. On a vraiment du mal à croire que c'est pas un message qui est transmis. Même le chercheur, lui, qui est dans un esprit très cartésien et rationnel, lui-même, il disait ça pose la question de savoir s'il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un ou quelque chose qui a voulu transmettre un message, parce que c'est assez fascinant. Et en fait, donc moi, c'était le point de départ, c'est cette image, c'est une archive de la NASA, c'est une pierre lunaire vue au microscope. Et donc, ça m'a tellement inspirée que on la retrouve dans le film, mais j'ai aussi voulu le partager et proposer à des artistes sonores ou des musiciens autour de moi de l'interpréter musicalement. Et j'ai reçu un énorme engouement. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu. Et en fait, ça en a fait une œuvre où j'ai imprimé cette archive et j'ai construit un jukebox où en fait j'ai reçu 18 compositions musicales pour traduire cette partition minérale. Incroyable. Et donc, avec chaque bouton, là, on pouvait écouter chaque proposition qui était chacune très d'un compositeur différent, j'imagine, qui a interprété à sa manière la... Exactement, c'était très libre. Ouais. Donc ça a donné lieu à une installation. Et les compositeurs qui venaient d'où? C'est toi qui leur as demandé directement Alors, j'avais lancé un appel sur Instagram. Ok. Il y en avait quand même pas mal que je connaissais. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine de la musique, donc c'est sûr que ça a aidé. Mais il y a aussi des personnes que je connaissais pas, qui me suivaient et qui étaient hyper intéressées par cette idée-là. Donc j'étais vraiment hyper touchée de voir cet engouement. Et puis après, dans le film, on entend vraiment les chercheurs parler, puis on se rend compte en fait que la roche n'est pas du tout aussi inerte qu'on pense. Parce que dans notre imaginaire, on est comme une roche, c'est dur, ça bouge pas. Mais donc là, c'était l'idée de déconstruire tout ce rapport-là qui est vraiment relié à notre échelle de temps et d'espace et notre point de vue anthropocentré. Et du coup, si on sort de cette échelle de temps, si on regardait la roche à une échelle de temps géologique, le chercheur, il me disait, mais en fait, la roche, elle bougerait elle serait fluide comme de l'eau, tellement, c'est vivant finalement. Donc là, ça questionne aussi qu'est-ce qu'on considère comme vivant. Donc j'essayais de montrer ça. Et puis aussi de voir les limites de nos outils technologiques. Encore une fois, pour montrer que, oui, on a des outils qui sont hyper performants. Genre, on a des microscopes qui nous permettent de voir des lignes d'atomes. Enfin, on est capable de voir la matière de très, très proche. Mais il y a quand même des choses qui nous échappent ou des moments où on n'est pas capable. Par exemple, en fait, quand ils se mettent à zoomer trop fort sur la matière, c'est un flux d'électrons qui permet d'observer. Mm-hmm. Et à un moment donné, ça arrive que le faisceau d'électrons soit trop fort et que ça vienne complètement restructurer la roche et effacer tous les messages à l'intérieur. Donc on perd toute l'information qui est hyper précieuse parce que c'est des roches qui datent de très longtemps, qui nous racontent l'histoire de la Terre, de l'univers. Donc c'est vraiment, pour eux, c'est catastrophique quand ça arrive. Et donc, j'ai montré aussi ce rapport-là à des outils qu'on maîtrise, mais que dans certains moments, dans certains cas, il y a quand même des choses qui nous échappent. Et donc, je voulais aussi montrer ça.
Et, et ouais, au début, les chercheurs étaient un peu dubitatifs. Ils disaient, mais non, c'est pas intéressant, faut pas parler de ça. Mais moi, ils comprenaient aussi que, genre, avec mon point de vue d'artiste, je voulais amener aussi autre chose bien sûr. et questionner. Donc ouais, ils étaient un peu déstabilisés au début, mais après, ils ont compris aussi ce qui m'intéressait dans le rapport à la trace qui s'efface. Puis c'est quelque chose qui revient souvent là, dans mes réflexions, dans mes films, le rapport à la mémoire ou des choses auxquelles on n'a plus accès. C'est vrai que s'ils avaient un côté cartésien, ils devaient parfois peut-être pas saisir forcément le message poétique qu'il y avait derrière. Ouais, mais ils ont compris au bout d'un moment que ce qui m'intéressait aussi dans ma recherche artistique, mais c'est vrai qu'il y avait des préjugés à déconstruire. Autant moi, par rapport au fait que je me disais, ils sont très rationnels, cartésiens, peut-être pas ouverts à certaines formes de pensée, le rapport à l'animisme, aux formes que la roche qui peut être habitée dans certaines... un peu l'ésotérisme, tout ça. Là, voilà. c'est un peu... Donc voilà, je me gardais d'aborder certains sujets, mais c'est vrai qu'il y avait aussi des choses à déconstruire de leur côté par rapport à l'art. Pour eux, l'art, voilà, c'est juste esthétique, où il y avait ce truc-là où je m'intéresse juste au beau, mais en fait... L'art, ça doit être beau. Voilà, ou pas beau, mais ça doit être... Oui, c'est sûr qu'il y a le rapport à l'esthétique, mais ça s'arrête pas là. Il y a aussi tous les questionnements qui sont derrière. Qu'est-ce que ça raconte Ouais, fait que j'ai fait vraiment un lien entre quelque chose de très documentaire et qui était aussi très inspiré des récits de science-fiction de Ursula Le Guin, qui parle de géolinguistes, de personnes dans le futur qui seraient capables de traduire la poésie des roches. Donc après, je demandais des questions comme ça à Hugues. Je lui demandais si lui, il se considérait comme un géolinguiste. Puis il était plutôt d'accord, en fait. Encore un métier, c'est là où je me rendais compte incroyable. Ouais, un futur métier, ouais. Mais... Et il était très ouvert, en fait. Il jouait beaucoup de jeux, puis à un moment donné, il a vraiment compris. Puis il était tellement impliqué dans le processus que le week-end, il me faisait des storyboards et tout. Non, mais j'étais ouais, très, très touchée de voir à quel point il était très impliqué. Puis ça le sortait de son univers universitaire, de recherche. Donc je pense que ça nous faisait du bien à tous les deux. Mais c'est vraiment spécial d'avoir la chance de collaborer avec un chercheur, puis peut-être en dehors quelqu'un qui est en dehors de mon univers complètement. Parce que des fois, en tant qu'artiste, voilà, on peut rester quand même dans une bulle entre des gens qui sont oui, là, juste c'est ça, dans c'est des gens qui te sortent un peu de tes univers différents et qui me connectent au monde aussi d'une autre manière. Ouais. Ça m'a vraiment fait du bien. Qui te permettent de te réancrer. Mais c'est très poétique, hein, ce que tu racontes ici. Moi, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement touchant. Et je propose là-bas pour... alors nous, j'allais dire une petite pause. Nous, ça nous fera une petite pause. Mais je propose justement enfin, c'est toi qui as proposé à la base. Je propose, c'est toi qui as proposé à la base, très gentiment, de nous donner des extraits. Ça permettra, je pense, soit aux gens qui regardent la vidéo, soit aux gens qui écoutent, parce qu'il y aura aussi des choses à écouter. On propose effectivement de passer des extraits un peu de toutes les œuvres dont on vient de parler. Pour un peu illustrer, rentrer dans le concret, un peu s'inscrire dans le concret et illustrer un peu tout ce dont tu viens de parler jusqu'à maintenant. Ouais, bonne idée. Ça pourra donner une idée au niveau des images, qu'est-ce que ça... Ouais, au niveau des sons, des images, à quoi ça ressemble. Ce que ça donne, ouais.
Super, et ben écoutez, on est de retour après ces petits extraits vidéo. Déjà, merci beaucoup Charline de nous avoir permis de les passer. Il me semble que tu voulais, on va avoir la chance que tu nous fasses une performance live par rapport à un des projets, par rapport à ton duo pardon, avec le Désert Mauve. Oui, c'est ça. Donc, je parlais tout à l'heure de mon duo avec Gabriel. Donc, ça s'appelle Le Désert Mauve. C'est inspiré du roman qui a le même titre de Nicole Brossard, donc qui est une grande poète québécoise. Et en fait, on a été invité par le Musée d'art contemporain pour faire une performance dans le dôme de la Satosphère en mai dernier. Et donc, on a décidé de créer une nouvelle performance à partir des tableaux de Hilma af Klint, qui sont une grande inspiration pour nous deux, qui sont des tableaux très... c'était une pratique spiritiste qu'elle avait, donc c'est très ésotérique. Pour ceux qui ne connaissent pas sa pratique, allez voir, c'est incroyable. En fait, elle a caché pendant tout son vivant tous les tableaux qu'elle faisait, et ils ont été redécouverts beaucoup d'années après sa mort. En fait, c'était sa volonté, parce que pour elle, c'était pas des tableaux qui allaient être compris à son époque. Et en fait, c'est assez incroyable parce que ça réécrit toute l'histoire de l'art. On apprend que c'est Malevich, Kandinsky, Mondrian qui ont inventé l'abstraction en peinture, alors qu'en fait, elle faisait des peintures abstraites quand même avant. Oui, mais c'était une femme, donc... Exactement, une femme qui cachait aussi ses tableaux. Donc, l'histoire se répète encore et encore. Mais il y a eu une exposition incroyable à Pompidou d'ailleurs qui s'appelait Elles font l'abstraction, et c'est là où j'ai eu la chance de voir des tableaux d'Hilma af Klint en vrai. Et où, en fait, on se rendait compte à quel point cette histoire d'Hilma af Klint se répète avec tellement de femmes, de grands artistes qu'on connaît. Pollock, notamment, et tellement d'autres. Mais, moi, je pensais à Marie Curie, mais il y a aussi... Mais il y en a tellement... Alvin et Marie Lucier, ouais. C'est infini. Mais ouais, du coup, cette expo m'a tellement fait de bien. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et donc tout ça pour dire que c'était un des tableaux qui a été le point de départ de la création de cette performance, où en fait on voit une forme d'un cœur, puis comme des spirales, ça ressemble beaucoup à de l'ADN. Donc ce symbole de l'ADN, des spirales et du cœur était un peu les points de départ pour créer autant les sons que les images. Puis l'écriture de la narration, parce qu'en fait on a une pratique audiovisuelle, mais on écrit aussi des textes ensemble. Et donc, c'est une coécriture. Je vais pouvoir vous en lire, en fait, la narration de cette œuvre. Eh bien, on t'écoute. Merci beaucoup. Alors, ça va être très dans le chuchoté, en mode un peu ASMR. Donc. Absorber les fréquences de la lumière visible. Imaginez une couleur que l'on n'a jamais vue. Percevoir l'entrée d'un tunnel. Une clé pour ouvrir une porte qui mène à la clarté. Une double chaîne spiralée s'enlace autour d'un canal central transparent. Tout se complète. L'espace est incompréhensible. J'essaie de suivre les filaments pour les identifier. Ils dansent à l'infini jusqu'aux astres lointains. On ne comprend pas, on ne cherche pas à comprendre, mais on le ressent comme une porte subtile qui s'ouvre au milieu des paumes. Et l'électricité qui pénètre par le haut du crâne. Le flux d'énergie vient en direction du nord. Quand cette énergie est activée, elle adopte la forme exacte d'une spirale et se déplace dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, formant des spirales de spirales de spirales de spirales. Si on étirait l'ADN d'une seule cellule, il mesurerait environ
oiseau blanc minuscule s'est caché à l'intérieur de moi. Il a l'air d'être le gardien. Je le prends sur mon doigt et j'avance encore. J'ai terminé de disparaître. Le péricarde est une pochette à double paroi, d'une épaisseur de 1 à 2 mm. Il entoure le cœur, il en est le filtre. Il le protège des sensations extrêmes. La fissure diffracte les rayons, les hauteurs intérieures. Sentir la vie dans toutes ses fréquences. Un super pouvoir. Bravo. Bravo, merci beaucoup. J'essaye de revenir avec une voix pour pas que vous soyez trop... pour pas que vous soyez trop... Je vois bien que tu fais des efforts. Ouais, j'ai essayé de revenir. Parce que c'est tellement doux, c'est tellement slow, ça met tellement dans un bon... Ça met tellement dans un bon état de relaxation que je voulais pas arriver avec mon énorme... ma grosse voix. Merci beaucoup, c'est magnifique. Qui c'est qui a écrit ce texte? C'est Gabrielle et moi. Ok. Et c'est vrai que... C'est très organique, c'est très beau, ça parle du corps humain. Ouais, et on aime souvent en fait allier donc, un ton qui est proche du journal intime, poétique, et aussi des informations vraiment documentaires, scientifiques, où en fait on est allé chercher, on a fait de la recherche, on a aussi parlé à des amis qui sont acupuncteurs, acupunctrices, qui nous ont en fait appris l'existence du péricarde, qui est cette pochette autour du cœur, qui nous protège et qui... Mais ça, qui c'est très poétique est comme de un parler du filtre. péricarde, oui. Le péricarde, et du coup, une des choses que j'ai modélisées en 3D, c'était justement le cœur avec une genre de pochette qui respire autour. Donc, il y avait aussi les spirales de l'ADN, qui était un motif qui revenait, dans lequel on entrait à un moment donné. Puis, il y avait la diffraction de la lumière, le spectre lumineux, la lumière blanche qui est diffractée en mode arc-en-ciel. À un moment donné, à la fin, on mettait beaucoup de fumée dans le dôme. Puis là, je jouais, on était juste dans un arc-en-ciel, un nuage arc-en-ciel. Donc, puis ça donne un peu une idée du ton de nos performances. C'est très, très méditatif, très lent. On est très inspiré par Eliane Radig, Suzanne Ciani, toutes ces compositrices. Pauline Oliveros aussi, avec le deep listening. Donc, ouais, en général, les gens, ça leur donne un espace pour se reposer, mais aussi un espace pour rêver. Souvent, les gens... Enfin, ça arrive qu'on vienne nous voir à la fin d'une performance, puis il y a des souvenirs qui sont remontés, ou ça leur donne un espace, en fait, pour juste être... c'est intéressant ce que ça peut produire. Puis, quelque chose d'intéressant à mentionner, c'est qu'en fait, Gabrielle, je l'ai rencontrée dans un centre de méditation. Donc, en fait, voilà, on a ça en commun. D'où les atomes crochus. Donc, on s'est rendu compte qu'au-delà de la méditation, on était aussi, on avait une pratique artistique, qu'elle faisait quelque chose de très semblable avec le son que moi je faisais en vidéo. Donc, c'est là où il y a la collaboration qui a semblé rapidement assez évidente. Et effectivement, là, ça fait quand même quelques années qu'on collabore ensemble. Et pour cette performance dans le Dôme, c'est la première fois où on avait des costumes, où on a vraiment plus comme assumé le côté performé. Elle a aussi, elle chante, puis il y avait pour la première fois des paroles, parce qu'elle elle a une formation en chant de jazz à la base. Elle a une voix magnifique, puis il y a vraiment ce côté plus pop, plus ludique, qu'on a un peu plus assumé aussi pour cette perf. Ouais, puis j'ai aussi fait du Reiki, parce qu'en fait, je pratique le Reiki. C'est une méthode de soin énergétique par l'imposition des mains sur le corps. Puis tout le texte, là, on parle entre les lignes aussi de l'énergie, du Reiki. Et donc, pendant la performance aussi, j'ai ouvert la performance en faisant les symboles, le Reiki. Donc, voilà, ça donne un peu une idée. Oui, parce que je trouve ce qui est intéressant dans ton art, Charline, ce que tu décris depuis le début de cette émission, c'est que tu es vraiment une artiste un peu à la croisée des chemins entre tout, et que souvent on va penser qu'un artiste vidéo, il va rester derrière son écran ou derrière ses machines, alors que toi,
t'as quand même, l'audace de te mettre en scène, t'as quand même l'audace de parler derrière un micro, d'utiliser ta voix, d'utiliser... Effectivement, ça, je trouve que c'est des performances qui sont à noter parce que t'es à la croisée des chemins un peu entre plein de choses. C'est pas facile pour moi de parler derrière un micro, mais en mode performance, comme j'entre dans un personnage, je trouve ça beaucoup plus facile par rapport à faire une présentation ou un discours plus avec un ton plus normal, disons. Alors que là, quand j'ai un texte, que je lis, j'entre dans les mots, puis même ça devient une méditation pour moi. Je trouve ça vraiment plus facile. Mais tu as beaucoup d'artistes qui n'oseraient jamais passer cette frontière entre je vous donne à regarder mes œuvres, mais par contre, jamais on pourrait entendre le son de leur voix, ou jamais on pourrait, ne serait-ce qu'entreapercevoir un bout de leur corps ou quoi que ce soit. Jamais eux se mettraient en scène dans leurs propres œuvres. Donc ça, c'est vraiment... c'est passer le 4e mur, finalement. C'est passer ce côté... ce côté spectateur, être derrière son œuvre. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant aussi. Et c'est ce qui fait peut-être que tu étais une artiste intéressante pour Mutech, parce que là, je passe à la... je passe à une autre œuvre qui est la plus récente, parce que c'est celle que tu as fait la semaine dernière. Au Théâtre de Verdure, mercredi dernier. Ouais. C'est peut-être ce qui était intéressant pour Mutech aussi, c'est que voilà, c'est être artiste à la croisée des chemins un peu entre tout. Et donc oui, donc tu as fait une œuvre, on peut en parler, c'était la... Oui, c'est une collaboration avec Ouri, qui est une compositrice. Je dirais que son style, c'est comme du R&B, doux, ambient. C'est un peu comme quand même une chanson elle est québécoise, me semble-t-il. Alors, elle est... Ou canadienne, elle je ne sais plus, française. Mais je crois que... Française, mais ça fait 16 ans qu'elle est à Montréal. Qu'elle est à Montréal, oui. Ouais. Et moi, ça faisait des années, en fait, que je connaissais sa musique. Et donc... Ah oui, tu l'aimais déjà bien en tant qu'artiste musicale, ok. Et donc, en fait, c'est pas passé par Mutech cette année, c'est son label qui m'a contactée parce qu'elle voulait que je fasse ses visuels. Donc, j'ai été hyper touchée de recevoir cette invitation. Et surprise aussi, de savoir qu'en fait, elle suivait aussi mon travail depuis un moment, puis qu'elle rêvait d'une collaboration. Fait que là, j'étais waouh, ok, en plus, c'est mutuel, donc j'étais hyper touchée de ça. Et humainement, ça a été une très très belle rencontre. J'ai beaucoup aimé son énergie, sa présence. On s'est rencontrés la veille du show, donc on s'était appelé un peu avant, mais c'est vrai que c'était très last minute pour la préparation de tout ça. Et donc là, pour le coup, elle avait toute une setlist avec la musique. C'est son nouvel album qui va sortir. Là. D'accord. Ouais. Et donc après, il y avait la musique déjà écrite à l'avance, existante. Donc moi, il fallait que je m'adapte avec toutes ces chansons, en sachant que chaque morceau avait une identité quand même assez marquée. Donc je me suis pratiquée avec cette setlist, mais en même temps, la première fois qu'elle m'a contactée pour l'aspect direction artistique, j'ai vraiment réalisé à quel point on était sur la même longueur d'onde. Parce qu'elle me parlait de... C'est des jolies rencontres, ça. Ah ouais, non, mais là, j'étais en mode, ok, on était vraiment dû pour collaborer, parce qu'elle me parlait d'état hypnotique, de l'hypnose. Puis en ce moment, je me forme à l'hypnose aussi. Je suis vraiment très intéressée par la pratique de l'hypnose en soi, comme forme de guérison. Et donc, ça faisait énormément de sens déjà cet aspect-là, mais aussi la thérapie par la couleur. Donc, c'est vrai que pour moi, j'utilise beaucoup la couleur, comme qu'est-ce que ça vient chercher comme sensation dans le corps, des choses très minimales. Des fois, c'est juste un gradient de couleur. Puis, elle me parlait aussi de la surveillance. Ça m'est déjà arrivé dans une œuvre de détourner des caméras de surveillance. Bref, il y avait quand même plein d'éléments où j'étais comme, ok, je pense qu'on va quand même bien s'entendre. Et ouais, on a essayé de trouver une entente pour, visuellement, que genre ce soit à la fois son univers, mais aussi le mien, et que ce soit une rencontre de nos deux univers qui ont une identité assez forte. Et donc, je pouvais pas... Avec le temps et le budget qu'on avait, j'étais un peu obligée de partir de choses quand même existantes. Donc, il y a des footages qu'elle avait tournés pour son album, pour ses vidéoclips, qu'elle m'a envoyés. Et donc, je suis partie de cette matière-là pour la repasser dans mes machines analogiques. Donc, ça faisait vraiment des fois des images où on reconnaît une silhouette, mais des fois, c'est un peu ambigu, elle disparaît. C'est quand même
ça devient des images très abstraites, sensorielles. Enfin, c'est très onirique l'effet que ça donne. Donc, c'est... Ouais, je suis assez contente de ce qu'on a pu faire malgré le temps très serré. Mais c'est sûr que c'était au Théâtre de Verdure. C'est la première fois que Mutech propose Oui, le lieu était magnifique en plus, oui, pardon. ouais, c'est le théâtre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le théâtre qui est au Parc La Fontaine, là. Oui. On passe tout le temps devant quand on va se promener. Le lieu est absolument sublime. C'était la première fois que eux faisaient quelque chose là-bas? C'est la première année que Mutech organisait un événement là. Waouh, bravo! Et ça a été plus qu'un succès parce qu'ils ont dû refuser énormément de monde, tellement... en fait, c'est gratuit aussi, donc il y avait 2000 places assises, mais ils devaient refuser au-delà de 2000 pour des questions de sécurité. Et donc, ils ont été victimes de leur succès. Beaucoup de personnes, beaucoup d'amis que je connais et tout, n'ont pas pu rentrer. Ah, donc, ils ont vu à travers un peu les barreaux, ils n'ont pas vu du tout, ils ont juste entendu. Enfin bref, c'est la vie, mais... Ouais, c'est une scène incroyable. En fait, un théâtre à ciel ouvert avec l'eau, les canards autour. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de performer dans une scène. Oui, c'est ce que j'allais te demander. J'allais dire, est-ce que tu avais déjà performé dans des lieux aussi magnifiques Là, c'est vraiment aussi poétique, mais ça va bien aussi avec ton art, avec ce dont tu parlais tantôt. Ça faisait vraiment beaucoup de sens, oui, parce que je suis passionnée. Enfin, je suis vraiment fascinée par l'eau. Donc, il y avait de l'eau entre la scène et le public. Enfin... Non, j'ai jamais vu une scène comme ça. Alors après, ça vient avec d'autres défis techniques qui sont un peu moins fun. C'est juste que, en gros, il y avait un test de son l'après-midi, mais comme c'est de la projection vidéo, on pouvait rien voir au niveau visuel de ce que je projetais et des lumières. Donc j'ai tout découvert pendant le concert. Il aurait fallu faire un test 24 heures avant. Exactement. J'ai demandé ça, j'ai fait tout ce qui était possible pour demander même une demi-heure de test, enfin voilà, n'importe quoi. Non, impossible parce que Mutech avait loué l'espace pour une journée et ça a l'air d'être, ça doit être super cher, donc je comprends que c'était pas possible de faire des tests à un autre jour. Mais ça, c'est venu avec forcément des déceptions parce que ça donnait pas exactement... Enfin, il y avait trop de lumière, en fait. J'ai eu l'occasion de parler un peu avec la personne aux lumières, mais il aurait fallu presque pas de lumière pour que la vidéo soit la seule source lumineuse. Et là, il a blasté à fond. Donc, c'est sûr que ça délavait les contrastes, les couleurs. Donc, moi, quand je vois les images, même pendant le show, c'était trop tard pour communiquer les changements. Mais j'étais obligée de m'en rendre compte pendant, parce qu'on n'avait pas pu tester, malheureusement. Donc voilà, c'est les aléas, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a un potentiel avec cette scène incroyable et ça m'a vraiment donné envie de créer un projet spécialement pour cette scène. Enfin, je me disais, waouh, il faudrait un temps de recherche, création quand même un peu plus long. L'idée, c'était, à la base, moi, c'était de filmer avec plein de caméras en temps réel, les musiciens, mais aussi l'eau, les animaux autour. Enfin, j'aurais aimé ça. Je sens qu'il y a vraiment un projet à faire avec cette scène, des performances avec des caméras en direct. Mais ça demanderait un peu des moyens pour tester en amont. Ce qui me semblait assez fou, c'était pour un concert de cette ampleur, pour Mutech et tout, de ne pas avoir la chance de tester les choses. Oui, c'est ça. Moi, ça me semblait assez dingue quand même, parce que c'est quand même... Il y avait du monde, quoi. Enfin, je me disais, waouh, ok, c'est risqué, quoi. Du coup, j'ai opté pour l'option plus confortable d'enlever les caméras live, parce qu'il y avait déjà trop d'éléments incertains. Donc avec Ouri, la veille du show, on était comme, les caméras, on va mettre ça de côté. Puis on va faire avec ce avec quoi on est un peu le plus sûr. Donc voilà. Mais les gens ont l'air d'avoir quand même beaucoup aimé. Les gens ont apprécié, oui, les gens la rencontre aussi, nous deux, voilà. Le label aussi a beaucoup aimé. Ils aimeraient bien que ça puisse repasser à un moment donné. Donc, ça peut déboucher sur une belle collaboration, ouais. Ouais, en tout cas, ça a été une très belle rencontre. Puis j'espère qu'on aura la chance de refaire des choses. Mais je crois que c'était mutuel. Donc, ouais, à suivre. Ah c'est très nice. Écoute, on est hyper content pour toi. Est-ce que tu voulais nous parler encore d'une autre œuvre qui aurait pu être significative? Ou est-ce que... Ouais, je pensais quand même les 2 dernières expos que j'ai présentées. Donc il y avait celle à Diagonale, mais une autre, la plus récente, à Rimouski cette année, qui était quand même assez différente de ce que j'ai pu faire dans les derniers temps. C'était beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime et vulnérable aussi. Donc j'ai présenté une œuvre qui s'appelle Digging Sonia,
C'était un des films que j'ai fait en fait en première année au Frénois. Oui, parce que j'allais dire, tu en as parlé tantôt Ouais. comme... Et en fait, j'ai découvert l'existence d'un fossile qui s'appelle Dickinsonia, qui est assez fascinant. En fait, donc c'est un corps mou, donc il n'y avait pas de squelette, donc ça n'a pas vraiment laissé de fossiles dû à ça. Mais il y a eu quelques rares traces qui ont été retrouvées quelque part en Russie et on a pu voir quand même, ça ressemble un peu à une raie, c'est ovale, plat, avec des stries. Et ce rapport à un corps qui a existé, mais qui n'a pas vraiment laissé de traces, enfin, ça m'a vraiment intriguée. Puis j'ai décidé de faire un parallèle poétique entre cette forme de vie-là, le Dickinsonia, puis le rapport à la mémoire, aux souvenirs qui peuvent s'effacer, de mémoires dissociées qui sont reliées à des expériences traumatiques. Donc j'ai fait comme... il y avait comme dans ce film en fait des témoignages, plusieurs voix de femmes qui s'entremêlaient et qui parlaient de ça en fait, le rapport à l'oubli. Et donc c'est un film où il y a des mots de Virginia Woolf, des vagues. C'est vraiment un collage de plusieurs voix qui est vraiment dans très sensible, dans la sororité, qui ne cherche pas à dire une vérité, à imposer une vérité, mais plutôt de réfléchir à partir du doute. Et donc voilà, il y a vraiment ce rapport à l'identité mouvante. C'est très fluide, c'est très aqueux. Puis j'ai remodélisé ce fossile, le Dickinsonia, à partir d'une des rares images qu'on a retrouvées. Donc c'était assez spéculatif, mais à partir de cette image-là, j'en ai fait un objet en 3D et donc imaginer un peu comment il aurait été dans vivant. Donc c'est une des images qu'on voit vers la fin. Donc ça, c'était un peu le point de départ de cette exposition. Puis après, j'en ai fait une suite, toutes des images que j'avais tournées pendant ce tournage. J'en ai fait un diptyque vidéo où en fait... Une sorte de making-of, une sorte de... Ouais, c'est même plus qu'un making-of, en fait, c'est vraiment une autre œuvre qui est dans la continuité. Ouais. Et j'aime bien aussi avoir des œuvres qui ont une identité très claire au niveau des couleurs, comme il y a vraiment une identité forte. Dickinsonia, c'est tout blanc, on est vraiment dans la neige. Il y a des scènes qui sont tournées sur le lac Maskinongé, on dirait un désert blanc. Tous les personnages sont tout habillés en blanc. Ok. Ouais. Et on est dans la glace. C'était l'exposition de Harry Mouski, du coup, c'est ça que tu disais? Ouais, c'était Harry Mouski, puis ça a été tourné dans l'Anaudière. Ok. Et Blue Vessel, donc on est dans quelque chose de vraiment bleuté et très plus dans la performance avec des objets en verre, où il y a beaucoup de souffle, de son. C'est très sensoriel en fait. Je pourrais partager en fait des extraits de cette œuvre aussi, puis très hypnotique, où on a des moments, des flashs de lumière. Où j'ai vraiment joué plus loin en fait le côté hypnotique. Et en fait dans cette exposition, donc il y avait plusieurs parties. Il y avait une partie comme plus réaliste, où il y avait ma chambre reconstituée, c'était plus des objets du quotidien, des photos, on était plus dans le réel. Puis il y avait un grand... Ta chambre actuelle ou ta chambre... Ouais, bah... Après, c'était une chambre... Ou la chambre qu'on avait chez nos parents, notre chambre d'ado. Il y avait mon lit, il y avait un lit avec une table de nuit, puis avec un carnet dans lequel j'aimais écrire, il y avait un petit bloc-notes, il y avait un petit bâton de Palo Santo avec un briquet, enfin des objets. Les gens étaient invités à les utiliser aussi et à même faire une sieste. Ouais, j'aime beaucoup dans mes expositions avoir des espaces pour que les gens se reposent. L'état contemplatif, l'état hypnotique. Ouais, pour moi c'est hyper important d'avoir des assises confortables. Enfin souvent il y a beaucoup des matelas, enfin un peu en forme organique. Mais c'est très cohérent avec rapport tout ce dont tu as parlé. Je peux pas faire des vidéos contemplatives lentes s'il n'y a pas d'endroit confortable pour se poser. Se poser et s'allonger, quoi. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et même que les personnes de la galerie puissent faire une sieste s'ils veulent. Enfin, tout ce rapport-là. Tout le monde est invité. Ah, c'est génial. Au confort, à la douceur, enfin, est très Moi, je suis vraiment une nap girl. Hein. Je suis vraiment... j'adore les siestes. C'est la bonne place pour faire ça. Donc, ouais, il y avait toute cette chambre reconstituée. Puis, derrière le rideau, là, on passait dans le monde plus comme... onirique, plus de l'inconscient, puis était plus relié à
tout le travail que j'ai fait en hypnose, qui est plus relié à mon monde intérieur. Et en fait, c'était une manière pour moi, toute cette exposition, c'était une forme de reprise de pouvoir. Il y avait vraiment un rapport à des expériences, des traumatiques, des agressions que j'ai vécues. Puis c'était une manière de réécrire ce rapport à ces histoires et d'en faire une force. Enfin, c'était une manière d'en parler parce qu'évidemment, c'est intime, mais ça va rejoindre tellement d'autres personnes. Donc, c'était vraiment la thématique de cette expo. C'était salvateur, c'était... Ouais, et c'était particulier parce que c'est la première fois dans des œuvres, dans une expo comme ça, que j'abordais quelque chose d'aussi personnel et intime. Et là, il y a quelque chose qui se continue avec une expo que je vais présenter au mois d'octobre à Arch. En même temps, l'art, c'est se livrer. Il y a plein d'artistes qui se livrent énormément à travers leur art. C'est pas... T'es obligé de mettre on met de soi beaucoup, une grosse partie de soi. Mais après, on peut... C'est ça peut être, on peut plus ou moins s'impliquer, puis on peut choisir. Mais là, je sens que pour moi, c'était le moment où j'étais prête aussi. Parce que, il faut aussi se sentir... prêt. Ouais, exact. Et en fait, là, j'ai collaboré avec un chercheur en neurosciences. Puis j'étais sa cobaye pour faire des IRM. Ok. Et donc, j'en ai profité j'en ai fait 2 séances. Donc, j'étais pendant au moins 2 heures là dans l'IRM, sans bouger, à McGill. Et j'ai fait une expérience, j'ai fait un IRM fonctionnel, donc c'est vraiment qui documente l'activité de mon cerveau pendant 15 minutes. Et donc j'ai les archives de ça, de à quoi ça ressemble. Et en fait, pendant cet IRM-là, j'ai revisité ces souvenirs, enfin un souvenir en particulier, traumatique, puis je me suis c'est comme pour réécrire, reprogrammer l'histoire que je me raconte par rapport à ça, pour reprendre du pouvoir. Et c'était hyper... ça m'a vraiment fait du bien de faire ça. Et c'est aussi une manière de documenter ce genre de rituel que j'ai fait avec moi-même. Et donc là, je suis en pleine recherche, je suis en pleine création dans cette œuvre-là. Et ça va être présenté du coup à Arch. C'est un festival d'art émergent. C'est une foire d'art contemporain aussi. Ok. Et ça va être à Place Ville-Marie. Donc je vais présenter tout ce nouveau corpus d'œuvres, en plus d'œuvres qui sont déjà existantes. Et ça sera quand, ça ? C'est du 14 au 19 octobre. Ok, prochain. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est dans la continuité de ma démarche avec l'expo que j'ai faite à Rimouski. Oui, il y a une... je trouve, en tout cas, depuis le début de cette émission, qu'il y a quand même une forte corrélation dans tes œuvres entre l'art vidéo forcément, enfin l'art visuel forcément, mais aussi les sciences, le corps humain, mais aussi l'ésotérisme. Je trouve que t'as une jolie manière, une manière assez poétique de faire une corrélation entre tout ça. Et il y a quand même un gros fil conducteur, en tout cas de ce que tu racontes depuis le début. J'espère que je me trompe pas, mais en tout cas, il y a quand même un gros fil conducteur qui parle de mes champs d'intérêt, de la vie en général. C'est sûr que... Ouais, t'es assez cohérente. Mais aussi, il y a peut-être... non, je trouve que c'est assez... tout est lié un peu, non ? Je sais pas. Tout est un peu lié. Et j'allais dire, ce serait quoi ? Ça, c'est vraiment une question... c'est une question vraiment... on imagine. Mais ce serait quoi ton œuvre idéale si tu avais, par exemple, aucune contrainte... ni de temps, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais créer ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais imaginer ? Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup. Mais on dirait que quand j'ai vu cette question-là, je pensais, au-delà d'une œuvre, je pensais à créer en fait un centre de résidence qui est dans la nature, proche d'un lac, proche d'un grand plan d'eau, où en fait c'est un lieu de recherche, création, où il y a à la fois des artistes, des scientifiques et des personnes qui pratiquent différentes méthodes de guérison alternatives, qui puissent se rencontrer et faire des collaborations. Et ça, c'est vraiment... J'ai de plus en plus d'amis artistes qui aussi se forment dans des formes de thérapie ou comme acupuncture. Et puis, on pense à des collaborations possibles. Et c'est vrai que d'avoir un lieu comme ça, ça serait incroyable de pouvoir se rencontrer, collaborer. Et
D'ailleurs, le finissage de l'expo à Rimouski, en fait, on avait invité des acupunctrices à faire le protocole NADA dans les oreilles. Donc, c'est vraiment pour calmer le système nerveux. Ok. Et donc, les personnes ont pu faire l'expérience de l'exposition avec... Génial. déjà, l'exposition en soi cherche à produire ces états apaisés, à ralentir et tout ça. Mais là, du coup, c'était facilité par ce protocole NADA. Ouais. Et c'est vrai que dans les prochaines années, dans ma pratique, j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin dans la rencontre entre la création et des formes de guérison. Puis même moi, en ce moment, je me forme, je continue à compléter ma formation en Reiki et en hypnose. Et en fait, ça nourrit énormément mon processus créatif aussi. Non seulement ça me fait du bien, mais c'est aussi... très inspirant tout ce que ça amène dans mon imaginaire. Donc je dirais que ce serait ça. Ouais, tu crées du lien. Déjà, je trouve que ton art est très complet. Et en plus, tu crées du lien, mais pas seulement du lien entre les gens, du lien entre plusieurs disciplines, entre plusieurs domaines qui se rencontreraient pas forcément à la base. Parce qu'un art, ça se vit souvent... En tout cas, en tant que public, j'ai l'impression qu'un art, ça se vit souvent d'une manière introspective, tu vois, ça se vit souvent assez seul. Tu vois, quand tu es devant une œuvre, tu le vis de manière assez seule. Et donc, je trouve ça intéressant, cette manière de créer du lien entre les gens, de créer du lien entre les œuvres, de créer du lien entre différents domaines, de créer des passerelles. Ouais. C'est très intéressant. Il y a vraiment un potentiel énorme aussi à faire des liens entre les arts et les sciences. Moi, quand j'écoute certains chercheurs parler de leur passion, de ce qui les passionne, moi, je trouve ça incroyable. Puis il y a souvent des choses très poétiques, même dans le langage, dans les mots qui sont employés. C'est assez fascinant. Puis là, un des projets qui est en cours aussi, c'est une expérience en VR, qui serait une séance d'hypnose un peu futuriste, où en fait, j'aimerais collaborer avec des astrophysiciens qui ont accès à des télescopes ou des images de l'espace. Donc il y aurait vraiment cette idée de voyager dans l'espace par un état hypnotique et que cette expérience, donc avec le casque VR, on puisse avoir accès à ces images qui ont été prises par des télescopes, mais du coup il y aurait vraiment un lien, encore une fois, art, science et presque spirituel, quoi. Une autre manière, une alternative au voyage dans l'espace proposé par des agences de tourisme spatial. Donc ce serait une alternative poétique et beaucoup plus écologique. Oui, parce que j'allais dire, bon, pour une de mes questions quand je t'ai demandé de venir à cette émission, parce que c'est vrai que de par ton discours, t'es quand même... t'as l'air d'être quelqu'un quand même assez convaincue et assez militante sur plein de points, ce que je trouve absolument génial. Et est-ce que... c'est un peu la question, on imagine tous la réponse, mais être une femme être une femme artiste vidéo, parce que t'aimais pas trop le terme vidging, enfin t'aimais pas, voilà, tu t'identifiais pas à ce terme-là. Être une femme artiste vidéo, être une femme artiste tout court, est-ce que... et puis surtout qui travaille sur des machines analogiques ou qui parle du domaine des sciences, etc. Est-ce que tu as toujours trouvé ça facile ? Comment tu as réussi à te créer une place assez certaine ? Ou est-ce que... il n'y a rien de certain encore. Ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, moi, je pense que j'ai pris confiance à travers ma pratique. Et je pense que ça m'a vraiment aidé avec les années, d'avoir une certaine reconnaissance, à vraiment m'aider à prendre une place et dans le contexte de tournage où je suis la réalisatrice, de demander quelque chose, de me permettre de faire des demandes claires, précises et de me dire ok, là c'est moi qui décide parce que c'est mon projet, c'est où j'embauche du monde, où au final les gens ils travaillent avec et pour moi. Et franchement, il y a certaines situations où professionnelles où par exemple je vais faire une performance pour Mutech où je dois parler aux techniciens, puis
en fait, au niveau artistique, c'est moi qui devrais avoir le dernier mot. Fait que d'être vraiment claire dans mes demandes. Et souvent, je m'adresse à des techniciens qui sont des hommes, parce que c'est un milieu voilà, très masculin. Et franchement, je m'améliore. Ok. Je m'améliore et je sens que ouais, je prends plus confiance. Mais ça n'a pas été le cas au début. Je dirais que c'est par l'expérience, on se rend compte que il faut s'imposer, quoi. Tu sais de quoi tu parles. Pour se faire respecter. Mais, Ouais. mais même là, par exemple, pour la dernière performance avec Mutek, j'ai eu des regrets. Je me dis, j'aurais dû être plus claire dans mes demandes. Mais après, c'est des choses... on apprend pas. Est-ce que tu sens des fois qu'on peut douter de ta crédibilité? Je parle de ça parce que, et je vais parler de manière assez triviale, parce que des fois, être une femme qui branche des câbles, on a l'impression de manquer de crédibilité, parce que, tu vois, on parlait justement dans une précédente émission des femmes, notamment des femmes ingénieurs du son, des femmes des régisseurs de spectacles, etc. Et qu'il y avait des témoignages qui étaient assez accablants voilà, t'es une femme qui branche des câbles, t'as pas trop de crédibilité là-dedans. Mais ouais, c'est sûr que ça existe, c'est clairement présent, puis il faut pas le nier, mais c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec une équipe majoritairement féminine. Je me sens personnellement plus à l'aise. Et c'est vrai que les derniers tournages que j'ai faits, je collabore avec des amis, des artistes en qui j'ai confiance, dont j'aime la sensibilité artistique. Donc, ouais, mes derniers tournages, c'était quand même, c'était pas 100%, mais c'était majoritairement des femmes. Et puis, ça m'est arrivé aussi un tournage que j'ai fait au Frénois, où pour le coup, j'étais devant la caméra. Et en fait, je jouais un des 2 personnages principaux pour une de mes amies qui était au Frénois. Et elle avait fait aussi le choix d'avoir une équipe entièrement féminine. Et je sais pas, je me suis sentie particulièrement à l'aise. Et je me suis quand même surprise d'ailleurs, devant la caméra, être hyper à l'aise. Et je pense que ça a joué aussi parce que c'est vrai que il y a ce rapport-là à l'objectivation du corps des femmes. Et je réfléchis beaucoup à ces questions-là d'ailleurs dans ma pratique. Enfin, là, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler des théories féministes, mais j'en ai quand même pas mal lu. Puis ça m'inspire beaucoup dans ma manière de créer des images aussi. Il y a la théorie du female gaze. Et là, je suis en train d'écrire un film justement en ce moment sur une travailleuse du sexe. Et on veut tourner ce film-là d'un point de vue très subjectif, de son point de vue. Ok. Hyper intéressant. Et vraiment de la montrer comme vraiment une femme hyper puissante finalement. Puis c'est son point de vue, c'est ce qu'elle ressent. Puis c'est un point de vue, on l'aborde assez peu finalement. On leur donne peu la parole à ces femmes-là. Enfin, pas assez, j'ai l'impression. Donc, ouais, ça m'habite non seulement dans mon expérience, mais aussi dans les œuvres que j'ai envie de réaliser. Là, les prochains films que je suis en train d'écrire, il y en a un peu comme 3 grands projets qui sont en cours. Ouais, il y en a 2 qui sont très fortement engagés d'un point de vue féministe. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Même si c'est pas juste ça le projet, non, c'est non, clairement... non, mais... Puis, c'est engagé, mais c'est à ma manière aussi. C'est pas forcément frontal comme engagement. Ouais. Mais c'est intéressant de dire même, que tes œuvres sont aussi pas que hypnotiques et contemplatives, qu'elles sont aussi avec une forme d'engagement. Il y a un questionnement plus profond derrière aussi, là, ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on peut... parce que là, on arrive quand même à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charline, pour la suite Ouais, c'est une bonne question. De continuer, de pas me décourager face au... Il y a plein des fois des projets ou des bourses qu'on n'a pas, ou des appels qui ne fonctionnent pas. Puis des fois, c'est pas évident de garder la foi. Ou de ne pas le prendre personnellement. Ouais, ou de dire, OK, il faut que je continue ma pratique parce que des fois, voilà, c'est pas facile d'être artiste et de continuer, de dire, OK, parce que c'est instable quand même. Donc, ouais, de pas se décourager, puis de continuer à avoir du plaisir dans la création. Ça, ouais. C'est ce qu'on peut souhaiter aux autres artistes, vidéo, j'imagine aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange que j'ai trouvé... Enfin, moi, en tout cas, j'ai été très, très touchée par la sensibilité de tes œuvres. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu en parlais. Ok. Ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment pour J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu d'avoir une tribune pour en parler un peu plus longuement, parce que je me dis toujours,
je me dis toujours, vous nous présentez vos œuvres, mais il n'y a pas souvent de tribune pour en parler plus longuement et pouvoir... Non, j'ai pas souvent l'occasion d'en parler aussi longuement. Donc, puis c'est pas facile non plus. Clairement, je savais pas jusqu'où j'allais partager dans le détail là, les œuvres, mais ouais, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous a plu de votre côté, que ce soit par vidéo ou si vous êtes dans votre auto en train de nous écouter. Nous, on se retrouve... on va repartir sur exactement le même rythme toutes les 2 semaines. Ouais, comme tout le monde, c'est la rentrée. C'est parti. On va repartir un peu sur le même rythme. C'est difficile d'imaginer que c'est déjà la rentrée. Ouais, c'était terrible. Cet été est passé beaucoup trop vite. Je l'ai pas vu passer du tout. Voilà, on espère que vous avez passé... parce que là, ça fera quasiment de bonnes heures qu'on parle. Donc, on espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. On vous embrasse très fort. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et puis, restez connectés sur le Petit Quart. On vous donnera les réseaux de Charline également. Restez connectés avec nous. Et puis à très bientôt. Bye bye.